Enfant, Benjamin était fils d'artisan, d'un plombier électricien. Il a vécu des bons et des mauvais moments et se sent parfois impuissant. Du coup, il se découvre alors une vocation à accompagner les entrepreneurs. Comme il aime à le dire, il prend alors très simplement l'autoroute de la comptabilité. Bac STG, puis licence DCG, master DSCG. Ça, c'est juste pour me faire articuler qui m'a mis ça, tu sais. Il y a beaucoup de Euh, G, oui. pour, dans la foulée, suivre le DEC, tout ça à Rennes, sa Bretagne natale. Donc je vais déjà faire tout de suite un aparté. Le gars nous dit qu'il prend une autoroute alors qu'on est à Rennes. Il n'y a pas d'autoroute à Rennes. Bref. Puis par le jeu des opportunités, il reprend le premier cabinet nantais à Rezé, puis à la consécration du diplôme de DEC, il devient associé et référent de Rezé, Nantes, Orvaux pour Contacom. Il dit avoir un métier passionnant de terrain, d'écoute, de conseil, avec chaque jour un travail différent, mais toujours dans le but d'accompagner et d'améliorer la gestion, l'exercice des entrepreneurs qui l'accompagnent. Et c'est là que notre équipe de boulangers en croissance va commencer à mettre à mal cette idée, je pense, de conseils que l'on peine, nous, à percevoir vraiment dans la bouche de nos artisans. Benjamin, bonjour, merci pour ta présence. Alors, tu es en visio pour ce podcast. Et puis, merci de te prêter à cet entretien avec les quatre compères. Donc, on a Titi, on a Lolo et on a Manu parmi nous. On va pas se le cacher, la profession de comptable, si elle est incontestable, c'est sur les services rendus réels que nos auditeurs attendent de la matière. Pour te défendre, tu vas avoir Lolo. Il s'est proposé. Bon, c'est pas pour rien, tu as travaillé auprès du cabinet Deloitte, c'est ça? Voilà, donc en, en tant qu'ancien confrère, je vais essayer de défendre la profession. Courage, les gars. Mais on est bien d'accord, on va pas faire de généralité. On n'est pas en train de dire que tout va mal, que c'est partout pareil, et ainsi de suite. Enfin, on va essayer. Benjamin, à toi de nous dire maintenant un peu plus sur peut-être ton parcours et pourquoi tu en es là aujourd'hui. Et puis, si tu veux vraiment, au cas où, nous donner tes dernières volontés avant, on prend. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et je me prête volontiers à l'exercice parce que effectivement, on entend beaucoup de choses, du pas bien, mais généralement, on commence par le pas bien pour finir par le bien. Donc, on va tâcher de regarder le bien aujourd'hui. Et pour les autoroutes, il y en a bien en Bretagne. Des autoroutes, c'est juste qu'elles sont gratuites, donc on ne les appelle pas autoroutes, mais il y en a bien. Donc, il n'y a pas d'autoroute. Donc, il y en a, mais elles sont gratuites. Donc sur la présentation, je n'ai pas de choses à ajouter. Et effectivement, j'aime dire que j'ai pris l'autoroute parce que j'étais prendre le chemin direct pour l'expertise. Mais les experts comptables viennent de tous horizons et parfois juste par l'expérience et non pas que par les diplômes. Donc voilà, moi je suis passé par les diplômes, mais l'expérience aussi fait parfois le jeu de l'expérience. Et dis-moi, comme tu n'es pas une jeune fille, on peut te demander ton âge et pour que les auditeurs puissent, qui ne te verraient pas à l'image, qui vont écouter le podcast, puissent s'imaginer de quelle génération tu fais partie. Je suis de 88, j'ai donc 35 ans. Parfait, merci bien. Alors, le sujet du jour, on y va. En période de bilan et après 3 années compliquées entre le Covid et les augmentations des matières premières et de la crise de l'énergie, quels sont les leviers qu'un expert comptable nous conseille d'utiliser pour pérenniser nos entreprises et quelles sont les vieilles habitudes qui, selon toi, on doit absolument casser? Et alors, il y en a plein pour le coup, et c'est ce qu'on peut conseiller à nos artisans, c'est que pour changer, il faut déjà recommencer par ne plus faire la même chose. Il faut changer ses façons de travailler, il faut changer ses façons de réfléchir. Et le mot que je dirais en premier, c'est anticiper et de marquer de l'intérêt dans ce qu'ils font, pas simplement côté fournil, mais aussi du côté de leur gestion. Et c'est effectivement souvent un point qui blesse. Et puis pour parler de notre métier, on cherche toujours un coupable quand quelque chose ne va pas bien. Et on va dire, c'est le comptable qui ne m'a pas dit. Mais le premier concerné par ces données, c'est l'artisan lui-même. Et bien souvent, il ne s'y intéresse pas du tout, par manque de temps, par manque de compréhension. Et donc l'intérêt et l'anticipation, c'est les deux leviers qui permettent à l'artisan aujourd'hui de rebondir dans cette crise. Il n'y a pas de miracle, c'est en cherchant des solutions qu'on en trouve.
Ouais. Si on se questionne pas, on n'en trouve pas. Eh ben moi, je vais te mettre un premier carton rouge. Puisque tu dis que ces artisans ne s'y intéressent pas, comment un artisan qui a été formé à fabriquer du pain, de la viennoiserie, de la pâtisserie, faire des produits absolument merveilleux, n'a jamais été formé à la gestion, comment peut-il poser des questions dont il n'a pas la connaissance? Alors, je mettrais plutôt la VAR un carton jaune parce que si on met un carton rouge, il doit partir tout de suite. Ah Donc, non. je préfère qu'il reste quand même pour répondre à la question. Et bien, déjà, il faut déjà poser la question parce que la question n'est pas nécessairement la question d'un sachant. Souvent, c'est une question toute bête. Ma trésorerie flanche, il y a un point d'alerte. Et simplement poser la question aussi simplement qu'ils l'ont en tête, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'être en maîtrise des chiffres pour poser une question. Souvent, on dit, j'ai pas de conseil. Mais est-ce qu'il y a eu l'intention d'une demande qui a été formulée? Et souvent, on se rend compte que la demande, elle est toute simple. Il n'y a pas de crainte à poser des questions. Souvent, quand on rencontre des prospects ou des boulangers ou des artisans, tout le métier, on dit, je vais poser une question bête, mais il n'y a aucune question bête. Généralement, c'est le prémisse justement d'une mission de conseil de dire, bah oui, il y avait un vrai sujet quelque part. Elle est peut-être pas bien posée, mais c'est pas le sujet. Il y avait un sujet à regarder. La crise de l'énergie, on l'a dit quand on est intervenu auprès de toi, Lionel, pour le sujet de l'énergie, comment on fait pour actionner des leviers. On a exprimé aussi le fait que les artisans et toutes les entreprises, on a des équilibres très minces et précaires dans les entreprises, surtout dans les TPE. Et donc la crise de l'énergie, on avait déjà de la dynamite dans les mains, on a juste appuyé sur le détonateur. C'est-à-dire qu'on a une inflation de l'énergie qui vient mettre en branle l'équilibre de notre petite entreprise. Donc la question, en fait, pour revenir au point initial, c'est la question qui prime pour que le cabinet ou les conseils puissent intervenir. S'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Benjamin, tu crois pas que la source du problème, c'est que le boulanger, il connaît pas ton métier, il sait pas ce que tu fais. Donc quand on parle de chiffres, le boulanger va dire, voyez mon expert comptable, parce qu'il ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Et 3 fois sur 4, il peut tomber à côté, parce que si on lui parle d'achat de prix d'achat de matières premières, il va dire, c'est mon expert comptable qui reçoit les factures, donc c'est à lui de m'alerter si mon beurre augmente. Est-ce que tu penses pas que le problème, encore une fois, est que c'est une grosse boîte noire pour un boulanger, une boîte à chaussures dans laquelle on pose des factures et qu'on remet une fois par mois, et que en fait, les boulangers ne connaissent pas ton métier. C'est le principe de l'amont. C'est le principe de 3000% l'amont. d'accord. C'est le principe de l'amont et de l'aval. C'est-à-dire qu'en fait, la vision qu'ont les artisans aujourd'hui, c'est que vous êtes en amont, vous avez les chiffres avant eux, et finalement, vous attendez que ces derniers posent les questions sur des éléments que vous avez. Et donc, il y a peut-être effectivement la non-compréhension du métier et l'inadéquation entre l'amont et l'aval. C'est-à-dire, puisque mon comptable a les chiffres, c'est quand même bien à lui de m'alerter, parce que moi, je ne suis pas en capacité de le lire. Complètement d'accord. Et aussi pour se jeter la pierre, parce qu'on est en amont et on pourrait anticiper un certain nombre de choses. Mais il y a une méconnaissance effectivement du travail des cabinets qui est fait derrière, avec une simplification qui est censée être annoncée, mais on a toujours plus de complexité dans les tâches. Donc on est surtout à faire beaucoup de choses pour les artisans qu'ils sous-estiment. La dernière en date, la déclaration des biens immobiliers. Les artisans sous-estiment complètement ce qu'il faut faire et le temps à y consacrer. Et effectivement, pendant ce temps-là, on n'est peut-être pas à pré-analyser des données. On va en parler sur les demandes d'aide énergie, c'est pareil. Le temps consacré à ces demandes-là, les artisans les ont rarement fait ou peu fait. Le travail était considérable en termes de complexité et de détails pour aller chercher les aides. Donc forcément, dans ce temps-là, on n'est pas dans l'anticipation. Donc notre métier aussi a gagné, bien sûr, à anticiper, à peut-être plus en amont des questions, ça c'est sûr. Et les artisans ne connaissent pas l'arrière-plan de notre métier. Et ce matin, d'ailleurs, j'étais chez des boulangers pour un projet. On a passé 2h30 ce matin avant l'enregistrement chez des boulangers. Et la conjointe me disait justement qu'elle a l'habitude d'être dans une grosse entreprise qui n'est pas une boulangerie. Et qui disait, je soupçonnais le travail d'un artisan et l'étendue des tâches qu'il a à faire avec son cabinet comptable, entre autres. Puisque dans son entreprise, elle a des fonctions support. Un artisan n'en a pas. Donc c'est le RH, c'est la personne qui fait les commandes, c'est la personne qui produit, c'est la personne qui va gérer l'administratif. Il est tout en même temps.
Et le cabinet l'aide dans tout ça. Benjamin, tu peux nous parler des tâches de base, entre guillemets, qui sont des obligations légales qu'accomplit tous les mois l'expert comptable? Alors là, le cabinet comptable et les experts comptables déjà ne font rien sans leurs clients. Et leurs clients leur livrent la première donnée, c'est la farine, c'est les documents comptables. Sans documents, un expert comptable n'est rien. Donc la complétude des dossiers, des documents transmis, c'est aussi la force derrière d'un artisan pour que le cabinet comptable ait des données. Il est pas rare d'entendre aussi des cabinets, ou je suppose Lionel lors de tes accompagnements, d'entendre des cabinets se plaindre potentiellement du manque de visibilité donnée. Sans données, le cabinet ne peut pas conseiller. Donc déjà collecter les données, c'est la première des fonctions du cabinet, la mettre en vie pour tenir la comptabilité, déclarer la TVA. Ça, c'est le quotidien, tous les mois. Et une fois qu'on a passé 12 mois d'activité, eh bien, c'est d'aller mettre ça en vie pour sortir un bilan à compte de résultat. Et les artisans nous attendent souvent pour avoir une analyse de gestion pendant ce temps. D'accord, donc analyser ma marge, est-ce que mon énergie a augmenté, est-ce que mes charges ou ma masse salariale se tient sur le chiffre d'affaires. Donc là, on est plutôt dans de la mission de conseil qui est demandée ou pas. Là, tous les artisans sont différents sur ces sujets. Donc on va dire que dans un premier temps, l'expert comptable, il accomplit une mission légale obligatoire pour chaque entreprise en France, qui est 1, de déclarer sa TVA, 2, donc de déclarer sa TVA, de la collecter, de la reverser, de déclarer les charges sociales, de remplir les formulaires légaux, de procéder probablement aux déclarations d'embauche. Tout ça, c'est pour l'État. Dans un premier temps, c'est l'État qui est intéressé par ces démarches, pas le boulanger. Comment toi, à ton niveau, tu rends service et tu fais du conseil à tes clients partant de ces obligations? C'est bien de redire tout ce qui est caché derrière, parce que j'ai pas envie d'ennuyer tout le monde en disant effectivement tout ce qu'on fait au quotidien, ne serait-ce que déjà la déclaration préalable d'embauche pour un salarié, jusqu'au contrat, jusqu'au DSN final, et je parle pas de la TVA et des déclarations d'échange de services et de biens qui peuvent se greffer. Le sujet est très très vaste et très chronophage. Et donc le conseil vient souvent qu'après, peut-être bien trop tard après. Je crois qu'on parlera des maths tout à l'heure et de factures électroniques. On va mâcher le sujet tout à l'heure, mais ça libérera du temps peut-être pour plus de conseils. Donc oui, la tâche est vaste. En tout cas, pour faire vivre la donnée et elle répond à un besoin légal, le cabinet comptable n'est pas obligatoire. L'expert comptable s'est imposé par la force des choses dans le temps, puis c'est celui qui est en compétence pour faire. Et donc les artisans et les commerçants se sont retournés vers l'expertise comptable pour faire, par manque de temps et de compétences et de compréhension. Mais en rien, l'expert comptable est obligatoire. C'est le fisc qui impose de tenir une TVA, d'avoir des fichiers d'écriture comptable aux normes, de déposer une IAS fiscale, de déclarer des impôts, évidemment, de les payer dans certains délais. C'est ça qui est obligatoire. Et l'expert comptable s'est imposé dans le temps pour faire tout ça. Alors le bilan, Lionel, tu m'en parlais tout à l'heure, un de tes clients vient de recevoir son bilan 2022 là. Exactement. On est début juillet. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut Une en penser clôture en septembre 2022. Donc ça veut dire que ton client, boulanger, a découvert son résultat 6 mois après. Donc non Plus de 6 seulement mois après. 9 mois. il clôture au 31 Avec décembre. clôturé au 30 septembre. Et Au 30 il vient septembre. de le recevoir. Ah, oui, c'est On est bien sur un accouchement de 9 mois, effectivement. 9 mois, ok. C'est la vraie relation est là. Et effectivement, je rejoins beaucoup d'éléments de ce qu'a pu dire Benjamin. Et dans un cas de figure comme ça, il n'y a pas la faute d'un côté ou la faute de l'autre. Il y a forcément, et d'un côté, il y a de grandes chances, une équipe qui n'a pas su transmettre les informations en temps et en heure, indéniablement, et de l'autre côté, une équipe qui n'a pas su les relancer, ou en tout cas pas de la bonne manière pour arriver au résultat final dans les temps impartis. Alors j'imagine, Benjamin, que ça t'arrive jamais, ça. Mais 9 mois après, sur un bilan, parler d'anticipation, c'est compliqué, là. Et effectivement, il ne faut pas oublier qu'on regarde dans un rétro quand on fait un bilan. Et pour faire un bilan, on a déjà subi la donnée. Donc on n'est pas dans une démarche proactive. Donc on conseille sur du passé. Et souvent, l'artisan veut un conseil sur du présent, voire du futur. Donc ce n'est pas tout à fait la même démarche. L'échelle de temps n'est pas la même. Et oui, bien sûr que ça nous arrive d'avoir des dossiers très en retard, à charge des cabinets ou à charge des clients, souvent un peu des deux.
ou parfois des cabinets. Le turnover en cabinet fait partie de son quotidien aussi. Donc, on va pas dire que tout est merveilleux dans les cabinets. Il y a aussi des retards dans les cabinets. Là, ça ressemble les trains. Je crois d'ailleurs que vous avez, on peut le dire, les mêmes problématiques qu'un boulanger dans le recrutement. Trouver un boulanger ou un pâtissier, ça devient extrêmement compliqué, mais je crois que de trouver un comptable, c'est pas beaucoup plus simple finalement. C'est général, effectivement. Toutes les entreprises, tout secteur d'activité pour en avoir quand même pas mal. Tout le monde est concerné. Et le métier de la comptabilité, peut-être même avant la crise de Covid, était déjà concerné par un déficit de vocation. Mais c'est général maintenant partout. Ça nous rassure un peu, même si c'est pas rassurant pour l'économie de la France. Lionel, je crois que tu avais une question volontairement racoleuse. J'ai une question volontairement racoleuse, exactement. On va passer à cette question-là. Est-ce que, Benjamin, alors, on ne parle pas de toi particulièrement, on parle vraiment du métier d'expert comptable et de la comptabilité. Hein. Donc, il y a bien évidemment, il n'y a rien de personnel. Et si on t'a invité, c'est qu'en règle générale, tu étais plutôt pas trop mal perçu, on va dire. Hein, donc, on va continuer. Mais j'ai une question qui est un peu racoleuse quand même. Est-ce que tu es capable de me donner quel est l'intérêt pour un artisan boulanger d'avoir à payer les services d'un expert comptable? Souvent, dans la boulangerie, on est entre 5, voire 10, 15 000 euros pour une boulangerie traditionnelle. Donc un expert comptable qui, pour ainsi dire, ne donne jamais de conseils tout au long de l'année, ni sur la gestion de l'entreprise, ni sur de la création de patrimoine, et encore moins, je devrais dire, sur les aides que l'artisan pourrait toucher au quotidien à chaque recrutement. La question est bonne, mais la mission principale qui est payante dans les volumes que tu peux indiquer, qui sont effectivement différents d'un cabinet à l'autre et des boulangeries elles-mêmes à l'autre, ce budget-là répond à une complexité de démarche que l'expert comptable rend simple pour l'artisan, qu'il ne voit même pas. Donc ma première réponse, c'est que sans nous, en toute humilité, l'entreprise ne s'en sort pas. Ou il faudrait que l'artisan se dégage complètement de sa fonction de production pour devenir un comptable. Il n'est toujours pas fiscaliste, il n'est toujours pas juriste, il n'est toujours pas conseiller en gestion de patrimoine et un peu de données sociales dans le lot. Donc indirectement, on fait un travail de fond très important, et peut-être pas celui attendu le plus, qui est le conseil. Donc pour notre défense, il y a un travail important, sous-estimé, légal, qu'on fait au quotidien, qui n'empêche pas de se réaxer sur du conseil, là où la démat et la facture électronique devraient libérer du temps. Et d'ailleurs, on ne parle plus d'avenir pour les comptables, donc pour la saisie au quotidien. Les comptables devront devenir des analystes data. Donc on va convertir du temps de traitement en temps d'analyse et de restitution et de collecte, puisque ça va venir d'un peu partout avec la facture électronique. Tout à fait. Si j'ai répondu à la question que tu souhaitais poser, Lionel. Et rajoutons, Benjamin, que en cas de contrôle fiscal, vous êtes en première ligne pour défendre les intérêts du boulanger. Alors, complètement, et j'ajouterais même quand on est une profession réglementée, donc tout le monde ne peut pas se nommer expert comptable, il faut être diplômé, inscrit à l'ordre, et qu'on a des assurances et une obligation, un devoir de conseil. Donc on assure aussi une protection pour les artisans qui choisissent, parce que c'est bien le choix de faire appel à un expert comptable, de se faire accompagner. Donc c'est aussi une sécurité économique, fiscale, de faire appel des cabinets, voire même sociale, si c'est le cabinet qui gère la partie sociale de l'entreprise. Et quand vous faites des lectures de bilan avec vos clients, vous n'avez pas un dictionnaire? Vous n'avez pas un élément qui permette à nos artisans de comprendre de quoi vous parlez quand vous parlez d'actifs, de passifs, d'IMO, de dettes fournisseurs et ainsi de suite? Moi, je me retrouve derrière avec des artisans qui me disent « Oh, c'est super, j'ai fait un super rendez-vous avec mon expert comptable, j'ai absolument rien compris. Quand est-ce que tu peux passer me relire mon bilan ?» C'est vrai qu'on a des mots qui ne sont pas enseignés dans les formations de boulanger, de pâtissier, de chef d'entreprise, parce que ça s'apprend sur le tas. Personnellement, j'essaie toujours de vulgariser. Je sais comment. Peut-être sur le brevet de maîtrise, on retrouve ce type de connaissances sur la gestion. Je suis sûr qu'on demande à un élève un étudiant qui sort de brevet de maîtrise, si on lui demande de définir le BFR, parce qu'il va sécher.
C'est à nous aussi d'adapter le langage et on essaie d'être vigilante justement, de vulgariser un peu le métier. Et puis les conseils qui gravitent aussi autour de la boulangerie font le nécessaire pour essayer de distiller les bonnes paroles et de rendre ça moins inatteignable, parce que c'est pas parce qu'il y a des gros mots que c'est complexe. L'excédent brut d'exploitation, le BE, une fois qu'on a compris que c'est de la trésorerie, jusque-là, l'artisan, il a retenu l'essentiel. Oui, mais dans l'analyse au quotidien, c'est quand même, enfin quotidien, ou même ne serait-ce qu'annuel, c'est quand même pas simple. Et je vais faire un petit aparté, je viens de retrouver là sur mon téléphone. Moi, j'invite les auditeurs à suivre un compte sur LinkedIn, qui est le compte de Guy de Cibon, qui est un expert comptable et qui tous les jours transmet une information comptable en quelque chose de compréhensible. Et donc, on a, grâce à cette personne-là, on a quand même une capacité de mieux comprendre ce qui se passe dans son quotidien. Donc, je vous invite à aller vous mettre en relation avec lui. Donc, c'est Guy de Cibon, et puis je le mettrai de toute façon dans les liens en commentaire. On va jouer un petit jeu du pour ou contre. Alors là, ça va être entre nous quatre, les gars. Préparez-vous. Et puis on aura après à la fin l'avis de Benjamin. Le pour ou contre. Pour ou contre le recrutement de comptables en boulangerie au même titre qu'on est une vendeuse, un vendeur, un boulanger ou un pâtissier. Est-ce que d'après vous, on a intérêt à aller dans ce sens-là? Waouh. Est-ce que là, c'est une très bonne question apparemment, mais peut-être que tu peux démarrer par rapport à toi, ton analyse sur la saisie des factures et par rapport à l'angle achat. Alors, pour vous donner une image, un boulanger indépendant qui recruterait un comptable, c'est comme si je vous disais que, à titre personnel, vous alliez prendre un majordome à la maison pour vous occuper de votre intérieur. Vous n'allez pas le faire. Je ne sais même pas si c'est un rêve, mais c'est plus que luxueux. Ça va vous coûter beaucoup d'argent et à la fin, ça ne va pas vous apporter grand-chose si vous êtes indépendant. En revanche, si c'est un groupe de boulangeries et qu'il y a 5, 6, 7 boulangeries, avoir un comptable qui, en interne, qui rassemble les éléments comptables et qui utilise des logiciels, après on en reparlera, et qui produit les premiers éléments pour permettre à un expert comptable derrière de faire son rôle de conseil, là je suis plutôt pour. Donc je dirais, ma vision c'est contre pour un indépendant et pour un groupe. Voilà. Et c'est quoi un groupe? C'est quoi un groupe? C'est 2 boulangeries, 10 Non, boulangeries? à partir de 5 à 10 boulangeries, ouais. D'accord. Ça peut avoir un sens. Thierry? Eh ben moi je suis normand et je suis pour ou contre. Pour et contre. J'ai vu il y a déjà quelques années des boulangers qui avaient des comptables en temps partagé. Ils embauchaient les comptables à 5 ou 5 heures semaine, 5, 6, 7 heures semaine pour faire le travail de petite main. Et donc à l'époque je trouvais ça pertinent parce qu'ils avaient un conseil et une vision sur les chiffres hebdomadaires. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les points de fiscalité, de droit au travail sont tels qu'il vaut mieux passer par un cabinet d'expertise comptable qui a, lui, une vision plus globale du métier et qui a derrière des ressources qui sont aussi autres que pour avoir un indépendant qui travaille 5 heures par semaine pour un boulanger. Oui, mais l'un n'empêchera pas l'autre. Rien ne t'empêcherait d'avoir un comptable et de faire l'expertise par un cabinet. Peut-être que c'est une réflexion à avoir, d'avoir une petite main pour saisir de la facture et avoir des visions rapides et macro sur la comptabilité de l'entreprise. Manu? Eh ben, écoute, comme tout entrepreneur, qu'on soit dans la boulangerie ou dans d'autres métiers, on a besoin de lever la tête du guidon. Et je pense que l'expert comptable a un rôle clé pour ça. Encore faut-il qu'il prenne la main là-dessus. Parce que je rejoins, il y a parfois des experts comptables qui sont trop comptables et qui manquent une approche peut-être commerciale pour venir écouter leurs clients et quelque part faire des points mensuels, bimensuels. Peut-être que Benjamin nous donnera, lui, la relation idéale qu'il aurait avec un client, où on va faire un point entre le forecast, les prévisions et ce qui est le réel qui est rentré
pour être beaucoup plus réactif plutôt que d'attendre les 9 mois ou les 2 mois après le bilan, où c'est beaucoup trop tard, où maintenant c'est pas assez rapide et c'est pas assez agile par rapport à la situation actuelle. On parle de l'énergie, de plein d'autres choses, où il faut être tirer des manettes beaucoup plus rapidement pour aider le chef d'entreprise. Et c'est là, pour moi, c'est un boulevard pour les experts comptables sur les petites structures. Les grosses structures ont les moyens de se prendre un responsable administratif et gestion que n'a pas la petite entreprise. Et c'est là où je pense qu'aussi les experts comptables doivent être plus proactifs à proposer, prendre la main, à dire bon, on fait un bilan sur le trimestre ou tous les 2 mois ou tous les mois en fonction de la situation de l'entreprise. Qu'est-ce que tu as prévu, où tu en es? Là, peut-être que ta masse salariale, c'est un peu trop élevé, ou tes matières premières ou ton énergie, tu as des points de vigilance à faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de plus, mais c'est simplement, et le boulanger trouvera la solution par lui-même. L'expert comptable a un effet miroir où il va mettre le doigt sur des sujets et le boulanger trouvera la solution. Toi, tu as un avis, Lionel? Ouais, j'ai un avis qui est très proche du tien, tu vois, finalement, Laurent, qui est de se dire qu'effectivement, il faut quand même un certain volume, je pense, pour se dire d'avoir un comptable en interne. La seule différence, finalement, je ne sais pas si ce volume se traduit en nombre de magasins ou en chiffre d'affaires. Parce que avoir 3, 4, 5 magasins qui font 300 ou 400 000 euros, ou un magasin qui fait 2,5 millions, 3 millions, je ne sais pas. Est-ce que c'est une notion de chiffre d'affaires, c'est-à-dire de traitement de la donnée, de l'information qui reste du coup importante? Ou est-ce que c'est la centralisation, ou les deux? Je pense que quand on a plusieurs boutiques, pour moi, c'est indéniable. J'ai un exemple très concret d'une personne que je connais qui est artisan boulanger, qui aujourd'hui en a plusieurs, et qui, il y a quelques années en arrière, il m'expliquait qu'il a failli tout perdre parce que il n'avait pas une comptabilité suffisamment pointue dans son quotidien par rapport à ses objectifs, et qu'il a fallu qu'il fasse une marche arrière. Aujourd'hui, c'est un gars qui a un directeur général dans sa boulangerie, qui a un comptable, et qui fait que ça avance et il peut produire ses objectifs de création de nouvelles boulangeries. Donc je pense qu'il y a un mélange effectivement, je ne sais pas si c'est chiffre ou si c'est vraiment le nombre de magasins. Eh bien, profitons de notre invité pour lui poser la question. C'est exactement ça. Benjamin, qu'est-ce que tu nous dis? Capitaine, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Alors, je suis pas normand, mais Nantes n'est pas breton non plus, donc je suis pas mieux placé, mais un peu pour et un peu contre, et les choses sont bien faites, puisque ce matin on en discutait même donc avec ces boulangers que j'ai rencontrés longuement ce matin pour un deuxième projet, et ils avaient l'inquiétude de dire mais on sait qu'on va être en mesure de faire du bon pain, d'avoir un bon commerce, d'avoir un bon projet, mais est-ce qu'on aura le temps de gérer tout l'administratif, de pouvoir analyser, d'être toujours aussi à l'aise que sur la première boulangerie? Et c'est aussi une question de valeur ajoutée dans qu'est-ce que je fais, où est ma valeur de chef d'entreprise. Scanner des pièces comptables pour un cabinet, ça n'a pas de valeur. C'est du temps, c'est chronophage, c'est chiant, mais il faut le faire. Et on a exactement dit ça. Même pour un artisan qui a 2 boulangeries, d'avoir un comptable ou du secrétariat à temps partiel, ça a du sens, puisque ce n'est pas une tâche à valeur ajoutée. Donc l'un n'empêche pas l'autre, comme tu disais, Lionel. Donc je ne suis pas contre, je suis plutôt pour même. Il y a un certain niveau de seuil critique, évidemment, parce que c'est un coût. Mais le temps de l'artisan qui sera alloué à faire autre chose, il pourra se questionner sur des chiffres, peut-être prendre le temps de rencontrer son expert comptable, rester auprès de ses équipes, de faire de l'analyse de coûts matière. Est-ce que ma tarte à la framboise en hiver, elle a du sens? Tout ça, ça s'analyse, c'est du temps. Il aura bien plus de valeur ajoutée là-dessus que de gérer du papier qui n'est pas forcément très cher avec un temps partiel en interne. Donc ça vaut aussi pour les TPE, à mon sens. Donc plutôt pour des multi-boutiques, c'est sûr, ou des grosses boutiques, pourquoi pas. Pour être très concret vis-à-vis de nos auditeurs, Benjamin, tu peux nous donner des seuils d'alerte à partir desquels, sur le ratio masse salariale chiffre d'affaires ou sur le ratio achat chiffre d'affaires, tu alertes tes clients? À partir de quel seuil tu estimes que c'est problématique? Alors, on a tous, je pense, autour des micros ici, des stades de la boulangerie. Donc, on a des grandes lignes conductrices. Et puis après, les chefs d'entreprise ont
comment dire, une stabilité dans leurs entreprises. Donc, tout dépend de ce qu'on vise le secteur, c'est-à-dire on va aller chercher 69 à 72% de marge, et auquel cas on se met l'alerte à 72 et on descend, on va s'alerter. Et puis les artisans qui sont toujours habitués à gérer à 65% de marge, et c'est leur degré d'alerte. Donc, tout dépend de l'artisan et de l'entreprise qu'on a en face de nous, et de la qualité de du service qu'ils veulent rendre et de leur rentabilité. Mais on va rester au moins au secteur. Donc, une marge à 69% aux boulangeries, c'est ce qu'on attend. Là aussi, tout est un peu différent. Est-ce que c'est une boulangerie qui fait que du snacking, qui sera peut-être un petit peu moins, ou qui va faire que du pain de qualité, des pains spéciaux, et la marge sera peut-être un peu plus élevée, ou beaucoup de viennoiseries et sera peut-être un peu plus élevée. Mais voilà, on a des grandes lignes directrices, mais il ne faut pas oublier aussi que pour calculer une marge et qu'on soit à l'aise à donner des seuils d'alerte à nos clients, il faut qu'il y ait des stocks de fait. Une marge sans stock ne veut rien dire. Donc, il faut aussi éduquer nos artisans, leur faire comprendre que pour avoir de la donnée, il faut avoir des connaissances de son stock, que les caisses soient bien à jour, que les données soient le plus fiables possible pour qu'on ait des données de gestion. Un artisan qui n'est pas à jour dans ses papiers, où il nous manquerait la dernière livraison de farine, vous doutez bien qu'on ne peut pas lui dire que ses charges ont vrillé. Ouais. D'accord ? Donc après, les taux de masse salariale, 34 et 40%, tout ça, c'est des choses qu'on connaît, qu'on peut alerter le client, mais il faut qu'il y ait une donnée fiable. C'est vrai que je reboucle beaucoup là-dessus, mais sans données, on ne peut pas conseiller. Donc il y a un vrai travail aussi de pédagogie là-dessus auprès des artisans. Et moi, je te suis à 100% là-dessus. C'est vraiment un élément que l'on voit au quotidien. Bien évidemment, aujourd'hui, l'idée, c'était de faire réagir autour du métier de l'expert comptable et de ce qu'il donne. Mais il est extrêmement évident que l'information donnée à l'expert comptable est loin d'être fluide, et qu'effectivement, on pilote souvent à vue, même avec un très très bon expert comptable qui a rentré les données qu'il avait. Ça, c'est une évidence. Du coup, Manuel, tu voulais rebondir? Oui, sur le Benjamin, est-ce que tu penses que la première chose que doit suivre de manière hebdomadaire, ou voire plus fréquemment, l'artisan, c'est sa trésorerie, qui était moins problématique il y a quelque temps, qu'il l'est beaucoup plus aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu recommanderais comme bonne pratique pour un chef d'entreprise boulanger dans sa gestion de trésorerie? Pas forcément un outil pour ça. Il y en a très beau. Mais c'est la donnée la plus simple pour un boulanger, c'est de voir son compte bancaire. Mais comme n'importe quelle entreprise d'ailleurs. On peut se lever le matin, allumer l'appli et dire bon, c'est bon, mon compte bancaire est à peu près équivalent à celui d'hier. Donc c'est une donnée accessible et facile. Mais la trésorerie, c'est un indicateur immédiat, mais qui ne donne pas nécessairement une notion de résultat. Le résultat n'est pas égal à la trésorerie, notamment avec des décalages de paiement. Vous pensez être bien en termes de trésorerie, le Covid est passé par là, l'URSSAF des indépendants vous laisse quasiment 1 an et demi sans prélèvement. Vous dites chouette, ma trésorerie est bonne, tout va bien. Sauf que vous avez une dette de 30 000 en fait à l'URSSAF des indépendants. Et si vous l'aviez payé, vous n'auriez plus de trésorerie, donc ça a caché un autre indicateur. Donc la trésorerie, c'est un bon indicateur, mais avoir des notions de chiffre d'affaires, qu'ils soient hebdomadaires ou mensuels, c'est important. De savoir sa masse salariale, à l'image du dernier bilan, c'est combien? Est-ce que je peux me permettre d'avoir une embauche ou pas? Un peu tous les indicateurs sont importants. La trésorerie est le plus simple. Mais quel est mon chiffre d'affaires, mon seuil de rentabilité en chiffre d'affaires, mon chiffre d'affaires mensuel que je dois atteindre, ça sécurise. Mathématiquement, si on connaît le taux de marge, on sait à peu près quel volume de dépenses de matière j'ai besoin. Donc je peux aussi assez simplement voir ma volumétrie d'achat. Donc c'est pas si complexe que ça au final, il faut juste prendre le temps de le regarder. D'accord. Bon, après, on peut descendre jusqu'à l'EBE, mais là, il faudrait effectivement l'accompagnement d'un cabinet, notamment avoir un tableau de bord. Par exemple, c'est pas le plus complexe, mais un tableau de bord peut permettre de donner ces indicateurs et avec des degrés, des seuils d'alerte, d'alerter tout de suite l'artisan sur des décrochages éventuels. On a eu la chance de recevoir Dominique Lair, qui est un compagnon du devoir dans un de nos podcasts, et qui nous a fait une jolie démonstration dans celui-là, où il a parlé à un moment donné de son nombre de clients. Ce qui lui l'intéressait dans son quotidien, c'est aussi son nombre de clients. Et moi, je pense que, pour répondre un peu à la question d'Emmanuel, c'est presque l'indicateur numéro 1 sur lequel on devrait se pencher au quotidien,
parce que aujourd'hui, le panier moyen est totalement tronqué par les augmentations des prix de vente consommateurs dues aux augmentations d'énergie, dues aux consommations des matières premières. Et quand on regarde la réalité des choses, moi, je prends peur quand mes clients, mes adhérents me disent super, je sors une année à plus 6. Et là, tu lui dis, mais gars, à plus 6, c'est soit tu es à 0 dans la réalité, ou voire en négatif. Et quand on prend le ticket Z de nos caisses au quotidien, eh ben, je rejoins ce que disait Dominique Lair sur ce sujet-là. Il y a une perte de clients. Et en fait, elle est masquée par cette augmentation de panier moyen. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un élément sur lequel j'invite vraiment tous les artisans boulangers à se pencher tous les jours. S'il te manque des clients par rapport à l'année dernière, il t'en manque 10, 15, 20, s'il t'en manque, tu dois aller combattre ce premier phénomène qui est d'aller chercher de nouveaux clients, parce que ces nouveaux clients, sur ton nouveau panier moyen, vont te ramener plus de rentabilité. Laurent, qu'est-ce que tu en penses ? Très bien. Très bien, il faut regarder. C'est vrai que le paradigme économique a profondément changé ces dernières années. Donc, le boulanger qui te dit ça marche parce que ça a toujours marché comme ça, c'est fini. Et donc, je pense que les experts comptables aujourd'hui, et Benjamin va nous le confirmer, ont un rôle majeur dans l'assistance au pilotage des entreprises et peut-être proposer à leurs clients des situations au moins trimestrielles pour les alerter très vite et pas attendre, comme c'est le cas de ton client, 9 mois que le bilan est accouché. Et là, c'est trop tard. Encore faut-il qu'au trimestre, il puisse avoir tous les éléments et l'inventaire pour pouvoir faire quelque chose qui soit pilotable. Mais merci Lionel, du coup, parce que toi-même, par cette remarque, tu viens de dire que les artisans avaient eux-mêmes des données en main que l'expert comptable n'a pas immédiatement, parce que la caisse, on n'est pas complet dessus, les cabinets comptables. Et tu viens de donner toi-même un élément flagrant que l'artisan qui prend le temps de s'intéresser à sa donnée, essentielle, qui est le nombre de visiteurs, a déjà un indicateur sans même attendre son expert comptable. Son panier moyen en fait partie, qui est un peu dopé par l'inflation, certes, mais si le panier moyen, on fait un travail sur les ventes avec les vendeurs, les accompagner à mieux vendre, mieux expliquer, c'est bourré d'indicateurs. Faut-il qu'il ait une caisse qui donne une information simple et rapide? Tous les artisans n'ont pas une caisse avec un logiciel digne de ce nom et qui donne une donnée facile d'accès. Et justement tu as anticipé ma question. Tu parles de la caisse qui est à mon sens aujourd'hui un élément clé en boulangerie, puisqu'on y met des tableaux de bord dessus, on peut y mettre ta masse salariale du jour par rapport à ton chiffre d'affaires, tes marges, tu peux même avoir tes commandes de matières premières avec tes fournisseurs, ça devient un outil stratégique. Comment tu vois, toi, ton interconnexion en tant qu'expert comptable avec cet outil d'aide à la décision, au final, avec le boulanger, sans que ça devienne un tableau de bord de Boeing, que tu as un petit peu le risque, quand on multiplie les tableaux, tu peux plus analyser tellement qu'il y en a. Alors, ça, les cabinets ont toujours su le faire, et la preuve, depuis que je fais ce métier, on a quand même beaucoup évolué. On faisait encore du relevé bancaire à la main quand j'ai débuté en apprentissage et même en stage. On est passé à du 100% collecté. Donc on est toujours habitué à s'interfacer avec les outils. Ce sera encore plus vrai avec l'intelligence artificielle, la facture électronique. Donc on sait agglomérer de la donnée et la caisse en fait partie. Mais il faut se faire accompagner. Je rebondirai même plus loin encore sur les logiciels qui peuvent analyser les factures pour connaître les prix d'achat. Je sais qu'il y a des outils pour ça, et Lionel, tu en connais, qui permettent de dire est-ce que mon kilo de sucre, je l'ai acheté au bon prix ou pas? Comment? Pas que lui. Pas que lui, tout le monde. Mais en fait, il faut s'équiper, il faut se faire accompagner. Et effectivement, l'expert comptable va peut-être être la cheville qui va faire vivre tout ça, en tout cas la restituer. Mais ça n'empêche pas qu'on peut analyser sa caisse ou s'équiper d'une bonne caisse, qui sera sûrement plus simple pour les serveuses ou les serveurs derrière en boulangerie, pour analyser une donnée, la collecter, la restituer, avoir un inventaire permanent, de connaître son coût de recette. Ça, on me pose la question à un artisan, il n'en sait a priori strictement rien. Quand il fait le calcul, pourtant, il peut être surpris du résultat. Et moi, j'ai gardé en mémoire cette anecdote qui était lors d'une journée justement sur la crise d'énergie avec Lionel, où un des artisans qui avait testé un de ses produits s'était enfin rendu compte que sa tarte aux framboises, quand il la faisait en hiver, il n'était pas rentable, il perdait 1 euro à chaque tarte. Il a arrêté de la faire.
Aujourd'hui, il y a quand même une belle prise de conscience sur les prix Ouais. de revient, par nécessité, et puis parce que là, les premiers bilans, on va dire, sortent post-crise électricité, donc ça pique un peu. Donc il y a quand même une prise de conscience. On va parler, si vous voulez bien, de la question un peu d'actualité, la question du moment. La facturation fournisseur dématérialisée, d'après vous, est-ce qu'elle va réellement permettre aux artisans et aux comptables de gagner du temps? Ou est-ce que c'est un piège justement à notre rentabilité par un manque de visibilité? Moi, je crois que c'est un piège. C'est un piège parce que ma conviction, c'est qu'un artisan, quand il saisit ses factures, il voit quand même ses prix d'achat et il a quand même une vision très court terme sur ses prix d'achat. Alors aujourd'hui, clairement, il y a des outils qui nous aident à pouvoir analyser si on est dans les bons prix d'achat et tout ça. Mais pour moi, le risque, c'est qu'on ne les regarde plus, les factures. Qu'elles soient totalement numérisées et qu'en fait, il n'y ait qu'un traitement de la data sans avoir une main humaine dessus. Et voilà. Laurent, toi, question facture, tu maîtrises quand même le sujet, on va quand même le dire, avec Marge Plus, on voit passer des milliers et des milliers. Ton avis là-dessus m'intéresse énormément. Alors, la facture électronique, pour nous, c'est du bonheur. C'est comme la farine du boulanger, ça nous permet de construire des choses. Donc, la facture électronique, d'un point de vue logiciel d'analyse et de traitement pour identifier les prix d'achat, les écarts de prix d'achat, si les prix négociés ont été respectés, c'est que du bonheur. Maintenant, d'accord avec toi, Thierry, le problème, c'est que déjà que le boulanger n'a pas trop le temps de regarder ses factures, mais s'il les voit plus passer, comme il ne regarde pas sa déclaration de TVA, elle est faite par l'expert comptable, elle est envoyée, il ne la regarde pas, il y a fort à craindre que sans être outillé, sans avoir des capteurs d'accès à l'information, il passe complètement à côté et qu'il continue à fabriquer des tartes aux framboises en hiver et qu'il donne 1 euro à chaque fois qu'il vend une tarte aux framboises. Quand tu dis capteur, tu parles d'outils capables de t'alerter sur des écarts qui Exactement. soient complètement déconnants. Exactement, que ton téléphone te dise attention, là, ta framboise, elle s'envole. Arrête de faire ta tarte aux framboises. Mais c'est pas que là-dessus, ça peut être sur de la vanille, ça peut être sur de la crème, sur du beurre, sur du fromage, sur du poulet. Si tu fais du snacking, sur tous tes ingrédients, tu dois pouvoir être alerté. Et effectivement, la facture électronique va cacher quelque chose. Et derrière, peut-être que Benjamin va nous en parler, c'est une volonté de l'État de reprendre un peu plus le contrôle des flux. C'est pas fait pour avantager les artisans, loin de là. Et qu'est-ce que tu entends par reprendre le contrôle des flux? Comment nos auditeurs peuvent comprendre ce terme-là? Alors, reprendre le contrôle des flux, ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'on a en face de nous? On a une administration qui est là pour vérifier que nos déclarations sont justes. Donc, déclaration juste, je déclare bien ma TVA, je corrobore mes déclarations avec mes inventaires, avec ma caisse, avec mes relevés bancaires. Donc, tout ça est fait pour éviter, alors on va dire un gros mot peut-être devant nous, c'est le travail dissimulé, Ouais. ou le travail au noir, Le black. ou les espèces, on va appeler-le comme vous voulez. L'État aujourd'hui, il veut prendre le contrôle, et voilà, et la facture électronique, ça rentre dans cette logique où on pourra plus échapper au contrôle. Et quand il y a un contrôle fiscal, par exemple, aujourd'hui, un inspecteur du fisc qui se pointe à la boulangerie, il reste théoriquement pas très longtemps. Maintenant, il accède au logiciel de caisse, au logiciel comptable, et ils font tous des traitements chez eux, avec des logiciels hyper sophistiqués, probablement d'intelligence artificielle, où ils détectent des signaux faibles dans les écritures, et ils alignent parce qu'ils ont corroboré un réseau d'informations qui fait que s'il y a eu une erreur, elle se voit immédiatement. Et en 2023, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que vraiment de se dire qu'on est plus en capacité peut-être de, comme tu disais, travail au noir, travail dissimulé, est-ce que c'est vraiment un problème aujourd'hui? On sait qu'une boulangerie, c'est difficile à vendre. On l'achète à un prix qui est de plus en plus bas sur des fois des bilans qui peuvent être faussés.
qui sont pas bons. Donc, est-ce que ça remet pas un peu l'église au milieu du village? Et finalement, ce que tu n'as peut-être pas récupéré à un moment donné, tu vas peut-être le récupérer au moment de ta vente. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Benjamin, quel est ton recul par rapport à ça? Je rebondirais et ajouter que c'est aussi pour éviter la fraude à la TVA et quasi essentiellement. Puisque détecter du travail dissimulé avec la facture électronique, peut-être pas, mais en tout cas les flux vont déjà recouper la TVA. Et je vais reprendre la notion, en tout cas la petite phrase du président du réseau là, qui nous l'avait dit comme ça, je l'ai trouvé très bien, justement pour vulgariser et comprendre la facture électronique. En gros, le fisc va tout simplement poser un radar au milieu d'un rond-point. C'est aussi simple que ça. Il va flasher les factures entrantes, les factures sortantes. Il connaît donc la TVA. Donc pour les auditeurs, effectivement, c'est un radar, tout simplement, la facture électronique. Il n'y a plus qu'à flasher. Et ils vont pouvoir prédéfinir les flux de TVA et savoir est-ce qu'on déclare bien ou pas. Donc déjà, fraude à la TVA. La facture électronique va faire gagner du temps. Je suis assez prudent là-dessus, puisqu'il va falloir traiter, malgré tout, les flux des plateformes, les DPD, comme ils les appellent. Il va bien falloir que quelqu'un les traite. Donc du gain de temps, c'est une évidence. Du gain de temps pour l'artisan à plus scanner, à plus ouvrir son courrier, c'est sûr. La perte de contrôle, c'est évident aussi. Je vous rejoins. Donc je suis assez prudent avec la facture électronique. Ça doit nous faire gagner du temps, mais on va sûrement se retrouver dans notre grande simplicité française à gérer plein d'autres tracas. Et notamment la collecte, puisque les plateformes vont être assez autonomes normalement, mais il va falloir qu'on branche un tuyau tous sur ces plateformes pour collecter les flux et s'assurer qu'ils soient exhaustifs. Je suis pas sûr que ça ne nous en fasse pas perdre d'autres temps. Je pense que les plus anciens, on va vivre une période qu'on a connue au moment où on est passé du franc à l'euro, où qu'il y avait les deux monnaies, que c'était un peu le bazar, qu'on était toujours en train de convertir et des choses. Et en fait, on va vivre une période là sur la mise en place de la facturation électronique qui sera un peu similaire, où il va falloir être agile et pouvoir jongler entre du physique, du digital en permanence. On va C'est une avoir super ouais. opportunité, quand même. Quand même, cette facture électronique, ça va permettre d'avoir des effets de levier pour les artisans, pour les cabinets, pour tous les conseils qui peuvent graviter autour des entreprises, puisqu'on aura de la data. Maintenant, il va falloir savoir l'utiliser et restituer une donnée. Et c'est là où peut-être les cabinets, je pense qu'on l'a tous bien compris, ont à rebondir, à changer leur offre de service et justement être plus proactif, parce que la donnée, on va l'avoir plus vite et plus fiablement, sans attendre la collecte. Donc là, normalement, on sera aussi en force de proposition d'avoir des outils peut-être plus rapides en termes de restitution, d'alerte de marge, d'alerte de charge sur chiffre d'affaires, de masse salariale sur chiffre d'affaires. Ça va nous permettre potentiellement, nous, d'être meilleurs en conseil. En tout cas, moi, je le vois comme une opportunité d'améliorer notre conseil et de le vendre. Tu es en train de nous dire que donc tu vas gagner du temps et on paiera moins cher nos coûts d'expertise comptable. Comme ça, on pourra se payer un outil qui nous mettra des alertes sur une déviance entre le prix négocié et le prix réellement facturé. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais c'est surtout qu'on va convertir le coût de l'expert comptable qui est très alloué sur du traitement humain. Les collaborateurs de cabinet font encore beaucoup de traitement humain ou de la confirmation de flux. Et c'est là où l'humain est important, parce que la machine ne fait pas encore tout. Il faut la contrôler, même avec de la reconnaissance de caractère ou le début d'intelligence artificielle. Les flux ne sont pas tout à fait exacts, donc il y a encore du traitement humain. Mais le budget, en tout cas le chiffre d'affaires des cabinets, va être en partie converti à l'arrêt du traitement humain, mais du contrôle de données. Est-ce que j'ai tous mes flux? Est-ce que je la collecte? Le temps de collecte, évidemment. Et puis de la restitution. À l'inverse, on va pouvoir axer nos travaux sur des missions à plus forte valeur ajoutée, justement de restituer de la donnée compréhensible. Parce que les flux, évidemment, que si l'artisan cherche à le comprendre, il va être noyé. Donc on va faire ce qu'on fait déjà pour les TVA, c'est de restituer peut-être une déclaration, si on veut le vulgariser comme ça, avec une photo plus rapide. Donc au contraire, je pense qu'on va surtout convertir nos chiffres d'affaires. Ça ne m'inquiète pas du tout. La remarque initiale, elle est bonne, c'est ce qu'on va entendre à mon avis beaucoup. Là, vous avez moins de choses à faire, donc facturez-nous moins. Je ne pense pas que ce soit la réalité des choses. On va faire surtout des choses différentes. Peut-être encore plus ennuyantes et encore plus complexes d'aller collecter de la donnée, s'assurer qu'elle est fiable, et tout ça pour le bien et le besoin de nos clients et de nos artisans. Donc au final, c'est une belle opportunité pour les vendeurs de solutions digitales qui sont assez brillantes et qu'on en envoie beaucoup sur le marché, qui vont se plugger à pas mal de choses. On parlait des caisses tout à l'heure, au système de gestion, aux achats,
Et donc qui vont être des abonnements sans doute payants, donc qui vont ramener un coût, il y aura une économie de l'autre. Donc ça va déjà être des gagnants dans cette opération. Et puis la deuxième que je me pose comme question, c'est que le numérique va se renforcer, le digital, donc ça va demander une compétence, une adaptation, ça va être une véritable conduite du changement, à la fois pour les experts comptables et ton métier, mais également pour les artisans qui vont devoir s'adapter à cette contrainte-là, aller chercher les informations de manière différente par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir, je dirais plus classiquement aujourd'hui. Donc est-ce que tous auront le temps de se former? Alors pour les vendeurs de formation, c'est peut-être bien, en tout cas pour ceux qui vendent les solutions, mais ça va être quand même aussi un palier dans la manière de gérer son quotidien. Je parlais de la trésorerie tout à l'heure, il y a des super outils qui permettent de planifier, anticiper sa trésorerie sur 12 mois, mais tout ça, ça demande du temps, de la formation, une vraie volonté du chef d'entreprise que d'utiliser ce type d'outils. Ouais, et là où moi je me rassure, c'est qu'on reste, nous, le généraliste. Alors parfois on entend docteur de la comptabilité, mais on reste un peu le médecin généraliste. Donc on va effectivement se moderniser. On aura plus de flux, plus de data, mais pour le coup, on a l'expérience et la connaissance des chiffres et on sait les analyser et les restituer le plus simplement possible. Donc on a encore un beau métier. Ça n'empêchera pas d'envoyer vers des spécialistes, comme le généraliste, un outil d'analyse de caisse, un outil d'analyse de factures pour comprendre les flux, les prix d'achat moyens. Tout ça, c'est complémentaire. Donc moi, je ne suis pas inquiet pour le coup là-dessus. Notre métier va se réinventer et il le fait comme les artisans d'ailleurs au quotidien. Et les outils informatiques seront au service des artisans, des cabinets pour avoir une analyse plus fine et puis rebondir notamment à la prévision de crise plus efficacement. On est bien d'accord. Des choses à rajouter, les gars? Tout est clair pour moi. Moi, quand j'entends tout ça, je me dis quand même une chose, c'est que ce sont deux mondes qui ont du mal à se comprendre. C'est-à-dire que le langage de l'expert comptable, vous avez raison, il est difficilement compréhensible par l'artisan boulanger qui est au four, au pétrin, dans la salle, à la vente. C'est un discours compliqué. Moi, je rêverais, par exemple... Alors, nous, chez Boulanger Broissens, on est des fées, on a une baguette magique. Donc moi, je rêverais que mon expert comptable, si j'étais boulanger, tous les mois, me donne 3 chiffres. Et que ces 3 chiffres, ils me disent « tout va bien, fais attention à ça, et continue ». Et moi, je rêverais ça. Quelque chose d'extrêmement simple, que le boulanger puisse comprendre. 3 indicateurs clés. Alors, la trésor, il la connaît déjà, donc peut-être pas de celle-là. La rentabilité. La masse salariale. Masse salariale, mais voilà. Simplifier le discours, mais être beaucoup plus proactif dans la régularité de l'information pour pas attendre le bilan 6 mois après et pouvoir réagir au fur et à mesure. On est d'accord. Je reviens vraiment sur ce que tu disais, Emmanuel, l'intérêt, d'ailleurs, Benjamin l'a très bien évoqué également, hein, l'intérêt d'une caisse avec un outil de gestion incorporé, c'est extrêmement important aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. La calculatrice, il faut la laisser de côté. Hein. C'est pour les jours de grève où il n'y a plus d'électricité éventuellement, mais en fait, je pense que l'expert comptable a vraiment tous les éléments en main, mais qui change de posture, qui passe du comptable à une position de coach quelque part. Et c'est aussi un changement, je dirais, j'ai conduit du changement, je parlais du boulanger, mais elle doit être aussi du côté de l'expert comptable qui doit venir d'une autre manière parler à son client. Dans ce que tu disais sur les chiffres clés à sortir, ce type de un moment où il faut lever la tête du guidon. Et je pense que c'est une très belle opportunité pour les experts comptables. Et j'espère qu'ils sauront la prendre au bon. Souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et je pense que les boulangers, ils connaissent, comme on l'a dit, ils connaissent très mal l'expertise comptable. Ils connaissent très mal la comptabilité. Et du coup, ils ont peur des comptables. Et les rendez-vous pour les boulangers, les rendez-vous chez le comptable, c'est souvent un peu des chemins de croix où il faut y aller parce que c'est obligé. Et je pense que les artisans boulangers peuvent faire des MOOC sur Internet très simples pour une initiation à la comptabilité, de manière à un peu mieux appréhender la comptabilité et pouvoir avoir son comptable comme un ami, et pas comme un ami et un partenaire, et pas comme quelqu'un qui va lui annoncer que des mauvaises nouvelles. Alors le MOOC, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est quand même
la formation ou la formation massive. Je n'ai pas le terme exact en anglais, mais c'est des formations en ligne. En ligne, souvent gratuites, et qui se font sur un temps de 1 heure à 2 heures par semaine, sur 2 ou 3 semaines, et on acquiert de la connaissance comme ça. C'est de la formation universitaire. Ok. Si on revient juste une minute sur l'univers de l'expertise comptable dont on a parlé, est-ce que vous avez autour de la table là un coup de gueule ou au contraire un coup de génie à nous remonter de ce que vous avez pu voir ces derniers temps? Moi, non. Cyrino. Coup de génie, moi j'ai vu des experts comptables qui se spécialisent en boulangerie-restauration. Qui se disent, allez, c'est un segment auquel on croit, qu'on veut accompagner, on veut avoir des outils de productivité, on veut être proactif par rapport à ça. Donc moi je salue ces initiatives de cabinets qui sont ultra spécialisés et donc très très pertinents. Un expert comptable généraliste qui aurait aussi bien des carrossiers, des boulangers, des bouchers, des pressings, il peut être pertinent pour la boulangerie. Mais ceux qui sont ultra spécialisés, je pense, sont très intéressants pour peu qu'ils parlent la langue des boulangers, qu'ils parlent simplement et qu'ils aient un véritable accompagnement tous les mois auprès de leurs clients pour les aider à y voir clair, leur GPS, entre guillemets, de leur gestion. Moi, je dirais embaucher des commerciaux chez les experts comptables pour faciliter le lien avec le client et le suivi régulier. Ça pourrait aider et de sortir de la vision trop compta, qui est quand même la qualité de ce métier, mais dans la manière d'échanger et de créer ce lien plus régulier avec le boulanger, mais un comptable qui peut bien entendu mettre en avant les expertises et tout le savoir-faire de l'expert comptable. Il y a, à mon avis, un boulevard aussi, pas seulement en prospection commerciale de nouveaux boulangers, mais dans ce lien avec l'artisan et le chef d'entreprise. Eh ben pour ma part, moi, c'est plutôt un coup de génie général, un coup global. Je trouve assez extraordinaire ce nombre de startups qui s'ouvrent assez régulièrement et qui se focalisent quand même sur tous nos outils de gestion dont on a besoin. Que ce soit, Laurent pourra en parler mieux que moi, sur l'amélioration de ses achats, que ce soit sur la gestion proprement dite de son établissement, que ce soit sur la maîtrise de ses marges, que ce soit sur la maîtrise de ses coûts, sur la maîtrise de ses frais de personnel. On a énormément d'entreprises qui travaillent dessus. J'ai la chance d'en connaître quelques-unes, de les mettre souvent en relation pour créer des business models qui puissent évoluer et aller plus vite dans le sens de l'artisan boulanger. Et moi, ce coup de génie, c'est à eux que je le donne aujourd'hui, parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Ils vont vite, ils vont très très vite. Ils sont nombreux. Alors, bien évidemment, moi, ça m'impose à faire beaucoup de tests, à passer beaucoup de temps avec eux, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, j'en profite, c'est presque un message, une bouteille à la mer. S'il y a des startups qui travaillent dans les domaines qui peuvent accompagner nos artisans boulangers dans leur gestion au quotidien, n'hésitez pas à aller sur le site de boulangerencroissance.org. Il y a une page contact. On sera vraiment ravis de vous recevoir. On sera ravis d'échanger avec vous sur tout ce que vous pouvez apporter là-dessus. Messieurs, un grand merci. Benjamin, un grand merci. Tu ne nous as pas donné tes dernières volontés, donc on va te laisser repartir. Merci d'avoir pris le temps de cette exposition, d'être mis en avant pour le cabinet Comptacom. Puis je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Puis un prochain épisode qui va être aussi très très intéressant. On va revenir un petit peu sur la gestion puisqu'on va parler de factures. Parfait. Merci Lionel À bientôt. et merci Benjamin. À bientôt. Merci à tous. Merci Benjamin. Merci.